Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette réunion d'information de la Spelidam. Spelidam qui est une société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes. Comme vous le savez, on va vous le redire brièvement, mais nous percevons des droits que nous reversons à 100 000 artistes-interprètes en France et par ailleurs, ou dans le monde. Et nous avons des accords avec des sociétés homologues étrangères. Donc finalement, nous reversons à beaucoup d'artistes. Avant de commencer, je voudrais vous présenter Franck Edouard, ici présent, qui est administrateur de la Spelidam, artiste-interprète, et moi-même, administrateur et gérant de la Spelidam, artiste-interprète également. Au sein du conseil d'administration, nous sommes tous élus et artistes. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Franck, qui va vous faire une brève présentation de la Spelidam, et en commençant par le début, par la création. Franck. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc juste peut-être un tout petit peu d'histoire pour comprendre le contexte de la création de la Spelidam. Il faut savoir que dans les années 1920 à peu près, on a commencé à être capable d'enregistrer et de fixer les interprétations des artistes musiciens. Et progressivement, ces moyens se sont améliorés de plus en plus. Et, les musiciens ont commencé un petit peu à s'inquiéter, puisque à l'époque, c'est eux qui animaient les guinguettes, c'est eux qui jouaient les musiques des films. Et tout ça était en train d'être remplacé progressivement par des enregistrements. Donc ils se sont dit, il faut peut-être quand même qu'on fasse quelque chose et qu'on se protège un peu, parce que bientôt on n'aura plus de travail. Et finalement, ils ont donc commencé, il y a notamment donc 5 artistes qui ont dit en 1959, on va créer la Spelidam pour protéger nos droits vis-à-vis de nos enregistrements. Alors le principe, c'était de dire, on veut contrôler toutes les utilisations secondaires de nos enregistrements. Donc ça, c'était le point de départ. On a ensuite... il y a eu toute une période où, avec des jurisprudences qui ont permis de protéger un petit peu les musiciens. Et puis on est arrivé jusqu'à cette fameuse loi dont on reparlera après, de 1985, qui a octroyé les droits dits voisins des droits d'auteur aux artistes-interprètes. Alors pour continuer dans la présentation de la Spelidam aujourd'hui, donc, comme le disait Guillaume, répartie à plus de 100 000 artistes. Donc on a 104 000 ayants droit maintenant. Dans ces 104 000, il y en a 35 000 qui sont associés à la Spelidam, qui ont fait un acte d'adhésion en fait. Et parmi ceux-là, il y a 24 personnes qui sont élues à l'Assemblée générale et qui sont donc dans le conseil d'administration. Et donc tous des artistes au conseil d'administration. Donc c'est une équipe maintenant de 44 salariés et un budget annuel pour 2015 qui était de 54 millions d'euros. Alors juste pour replacer dans le contexte, vous savez qu'il y a plusieurs sociétés civiles dans le domaine musical, puisque nous avons aussi bien sûr l'ADAMI qui est la deuxième société d'artistes, société d'auteurs et compositeurs, la SACEM, la SACD, et les sociétés de producteurs, la SCPP et la SPPF. Je rebondis là-dessus par rapport aux sociétés ADAMI ou Spelidam. En France, il y en a deux sociétés d'artistes-interprètes. En Europe, il y en a 36. Et en fait, un artiste peut dire, voilà, je veux que ce soit la GVL en Allemagne qui gère mes droits pour le monde, ou pour la France, ou pour l'Allemagne, ou l'Autriche, ou que sais-je encore. Donc c'est vrai que traditionnellement, et c'est quand même plus facile, les artistes français vont s'associer à l'ADAMI ou la Spelidam, mais pas à une société étrangère. Mais ça peut arriver, dans le principe de la libre concurrence, on peut s'associer à n'importe quelle société dans le monde entier. Voilà, alors maintenant on va donc effectivement parler de cette fameuse loi du 3 juillet 1985 qui avait été votée à l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée nationale, et qui est une loi qui a donc apporté ces droits dits voisins. Alors, tous ces droits ont été codifiés dans le Code de la propriété intellectuelle, qui a été publié en 92, et qui a amené, tout cela, ça a amené en fait un dispositif vraiment, assez
qui soutenait vraiment les artistes. C'était une très belle période pour les artistes-interprètes. Alors, on va faire un petit peu le tour de ces différents droits qui sont importants. Vous les voyez écrits ici, le droit moral, les droits exclusifs, et puis les droits qui en découlent, la rémunération équitable et la rémunération pour copie privée sonore et audiovisuelle. Et vous allez comprendre du coup quelles sont les perceptions de la Spedidam en fonction de ces droits. On va commencer. Alors le premier droit qui a été reconnu aux artistes-interprètes dans la loi de 85, c'est le droit moral. C'est un droit qui ne rapporte rien financièrement aux artistes, mais qui est extrêmement important puisque ce droit permet l'identification de l'artiste lors d'un enregistrement. Et vous savez, et vous êtes concerné aussi dans le cadre des compagnies, par exemple, si vous utilisez de la musique dans le cadre d'un spectacle et qu'on est incapable d'identifier l'artiste, c'est encore plus difficile. On va percevoir les droits, on essaie de retrouver l'artiste et on a quelques années, quelques mois pour retrouver l'artiste, mais c'est toujours difficile. Donc la loi de 85 oblige nous et permet ce droit moral permet l'identification à chaque enregistrement des artistes-interprètes. C'est toujours un combat, c'est toujours très difficile. Puisque bien souvent, vous savez, on voit lors d'un enregistrement l'artiste principal, je parlais d'un artiste qui n'est plus de ce monde malheureusement, mais pour ne froisser personne, Jacques Brel a enregistré, il enregistre Ne me quitte pas, on sait que c'est Jacques Brel qui a enregistré. Qui a joué sur les cordes ce jour-là avec Jacques Brel? C'est là le problème de l'identification des artistes-interprètes. Vous utilisez dans un spectacle Ne me quitte pas de Jacques Brel, bah, pas de problème, vous savez, et vous, aucun problème, vous savez que c'est Jacques Brel, que c'était le producteur, etc. Donc vous nous signalez. À nous, après, d'essayer de trouver quel est l'artiste qui a enregistré et accompagné dessus. C'est toujours un peu difficile. La Spedidam, c'est une société, heureusement, qui, depuis le départ, a mis en place ce qu'on appelle des feuilles de présence. Donc à chaque enregistrement, les artistes s'identifient. Du coup, on a, par exemple, Jacques Brel, on sait qui a enregistré. Mais vous donnez Jacques Brel à la GVL, ils ne savent pas nécessairement qui a enregistré avec Jacques Brel. Donc là, c'est une des forces de la Spedidam que de pouvoir, d'avoir pu identifier depuis des années et des années l'ensemble des artistes-interprètes à chaque enregistrement. Nous mettons, on n'en parlera pas tout à l'heure, mais j'en profite pour en parler, nous mettons une base de données internationale en commun avec les autres sociétés d'artistes-interprètes en Europe et dans le monde, qui s'appelle VRDB, Virtual Recording Database, qui va permettre justement un échange intersociété et de pouvoir indiquer si un enregistrement est utilisé dans tel pays, ben on va pouvoir dire, ben, regardez sur cette base de données et dire, ben, il y avait tel et tel artiste sur cet enregistrement. Et ça, c'est capital justement pour reverser les droits ensuite. Alors le droit exclusif. Donc ça, c'est vraiment la base des droits dits voisins. Le droit exclusif, c'est, on a dit aux artistes, interprètes, on a dit, maintenant, à partir de maintenant, vous avez le droit d'autoriser ou d'interdire la fixation de votre interprétation. Donc n'importe quel artiste qui est sur scène peut dire non, moi je ne veux pas qu'on m'enregistre. C'est son droit absolu. Et puis alors bien sûr, la deuxième chose importante qui en découle, c'est que s'il donne l'autorisation de la fixation, donc de l'enregistrement, c'est pour une destination et une seule. C'est-à-dire que s'il dit moi je suis d'accord pour faire un enregistrement qui est juste un enregistrement d'archives, par exemple, eh bien on n'aura bien sûr pas le droit d'exploiter son enregistrement. De la même façon, si il prend, la première fixation est faite pour un phonogramme du commerce, un CD, on ne pourra pas l'utiliser sans rien demander pour la bande originale d'un spectacle. Voilà, c'est ça le principe du droit exclusif. C'est vraiment, l'artiste donne l'autorisation pour une destination et une seule. Vous verrez après, dans les fameuses feuilles de présence dont Guillaume parlait, qui nous permet d'identifier tous les enregistrements, à chaque fois, les artistes doivent cocher une destination et une seule. C'est ça qui est important de retenir. Et dans le cadre du droit exclusif, vous êtes directement concerné, vous, responsable de troupe de théâtre, parce que vous vouliez de la musique dans vos spectacles, vous avez deux possibilités. Vous engagez des artistes-interprètes qui seront sur le plateau ou non, peu importe, mais ils sont rémunérés pour ça. Ou alors, vous utilisez des phonogrammes du commerce, par exemple, ou une bande originale, mais ça c'est autre chose, mais vous utilisez des phonogrammes du commerce. Et dans ce cas-là, dans le principe du droit exclusif, à vous de téléphoner à chaque artiste pour demander l'autorisation
d'utiliser cette bande et à vous de payer les artistes. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Dans notre système, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça que les artistes ont donné mandat à la Spelidam de gérer leurs droits. Vous utilisez une musique dans le cadre d'un spectacle, une bande originale, vous téléphonez à la Spelidam, on vous donne les autorisations, vous versez les redevances que nous versons directement aux artistes qui sont, eux, identifiés justement sur l'ensemble des enregistrements que nous avons. Alors de ce droit exclusif, ont découlé d'autres droits, parce que le législateur, bien sûr, s'est dit que ça allait être compliqué, certaines fois, pour pouvoir vraiment appliquer ce droit exclusif. Notamment, on pense aux diffusions qui peuvent être faites par les radios, les télévisions, mais aussi les différents commerces, les discothèques, tous les lieux sonorisés. Et on imagine que ça aurait été très compliqué pour une radio de devoir appeler tous les artistes en disant est-ce que vous êtes d'accord pour que je diffuse telle musique. Ça pourrait devenir un peu compliqué. Donc le législateur assez intelligemment a prévu ce qu'on appelle une licence, donc en fait, qui permet à donc ces lieux sonorisés de diffuser autant de musique qu'ils veulent. Simplement, ils vont devoir verser une rémunération forfaitaire en fonction de leur chiffre d'affaires. Et ce qu'on appelle donc la rémunération équitable. Et elle est collectée par une société qui s'appelle la SPRE, Société pour la perception de la rémunération équitable, et qui, elle, va reverser donc, en fonction donc, sur plusieurs sociétés, puisqu'en fait, le principe de cette rémunération équitable, c'est qu'il y a un partage entre producteurs, 50%, et interprètes, 50%. Et après, nous, entre les deux sociétés d'interprètes, donc que sont l'ADAMI et la Spelidam, il y a à nouveau un partage 50%. Ça, c'est le principe de... Le principe de la rémunération équitable, c'est dès qu'un utilisateur va utiliser de la musique, quel qu'il soit, à un moment donné, il doit verser une rémunération aux artistes. Mais comme tout utilisateur, vous allez acheter une baguette de pain, vous êtes utilisateur de la baguette de pain, si je puis dire, vous allez l'acheter. Personne dans nos sociétés va aller dans une boulangerie, il prend une baguette, il s'en va. Je fais ce petit clin d'œil parce que donc c'est pas le même système pour la rémunération équitable de la rémunération équitable, mais tout ce qui a trait à Internet, eh ben c'est comme ça. On écoute et personne n'est payé. Enfin, certains sont payés. Quelques personnes sont payées. On va en parler après. Mais ce principe même, cette notion d'utiliser de la musique, vous le faites, vous utilisez de la musique dans le cadre d'un spectacle, eh ben, il est normal que les artistes perçoivent une rémunération. Elle est infime, la rémunération. Ils préféreraient être engagés directement. D'ailleurs, faites-le, hein, au contraire. Et nous avons d'ailleurs des aides pour engager des artistes dans le cadre des spectacles. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est un principe qui est très important. Alors, il faut savoir, pour finir sur la rémunération équitable, donc ça représente un grand nombre de commerces. On a 300 000 lieux sonorisés en France. Hein. Tous les petits commerces sont concernés, qui utilisent de la musique, mais c'est une façon d'apporter quelque chose à leur commerce. Je veux dire, c'est toujours ça, cette notion-là qui est importante. Et que des fois, ils n'ont pas conscience. Chez Guillaume, tu avais un exemple qui était assez intéressant sur, il me semble, c'est des coiffeurs. Oui, en Alsace, une fédération de coiffeurs a dit non, on ne veut plus payer la rémunération équitable. À l'esprit, on leur a dit, il n'y a aucun problème, vous ne voulez pas utiliser de musique, donc dans ce cas-là, on vous propose deux solutions. Vous engagez des artistes-interprètes dans le salon de coiffure. J'aurais bien aimé, en tant que flûtiste, je suis flûtiste, jouer dans le salon entre les sèches-cheveux, yes, mais pourquoi pas, hein. Là, pour l'emploi des artistes, là, ça aurait explosé. On peut d'ailleurs même engager des artistes dramatiques en tant que coiffeurs. Hein, pourquoi pas autour des coiffeurs, ça pourrait être quelque chose, ça pourrait être rock'n'roll. Ça serait quelque chose. Mais donc, et on leur a dit, vous engagez des artistes, vous diffusez de la musique, ou alors vous diffusez pas de musique et vous ne paierez pas. Et ils ont dit, non, on ne diffusera pas de musique, ça ne sert à rien, c'est insupportable. La musique, il faut payer, en plus, il faut que les artistes soient rémunérés, c'est horrible quand même. Donc très bien, ils ne diffusent pas de musique et ça a duré 15 jours, 3 semaines, leur chiffre d'affaires a immédiatement chuté. Les clients se sont dit, non, aller chez le coiffeur déjà, c'est pas toujours très drôle, donc autant entendre de la musique. Et ils sont allés dans les salons où il y avait de la musique de diffuser. Ça a été réglé extrêmement rapidement, en 15 jours, ils ont à nouveau accepté de payer l'ASPRE. Voilà, ce qu'il faut aussi dire donc, par rapport à cette rémunération équitable, c'est qu'on a les radios qui nous donnent maintenant des listings très très précis de ce qu'ils diffusent. Donc on peut aussi nous reverser aux artistes de façon dite incontestable.
C'est-à-dire qu'on sait exactement qui a été diffusé et on peut reverser les sommes de façon très précise. Alors évidemment, c'est uniquement pour les très grandes radios, on ne peut pas le faire pour toutes. Et puis pour le reste, la répartition se fait en fonction des feuilles de présence dont on a parlé tout à l'heure et de l'identification des enregistrements. Et il faut savoir aussi qu'on a toute une somme qui nous vient donc de l'ASPRE pour cette rémunération équitable, qui va aussi aller dans la division culturelle, qui va permettre les aides au projet. Parce qu'en fait, on a une partie de l'argent qu'on reçoit qu'on ne peut pas redistribuer, parce que ce sont des enregistrements qui ont été faits dans des pays qui n'ont pas signé la Convention de Rome. Voilà. C'est un petit peu compliqué juridiquement, mais donc du coup, on a toutes ces sommes-là, on les met en attente pendant un certain nombre d'années, mais ensuite, si on n'a toujours pas pu les répartir, on les reverse sur la division culturelle qui nous permet d'aider les projets. Vous verrez aussi qu'il y a une autre source pour cette division culturelle. On y vient d'ailleurs tout de suite après, puisque c'est la deuxième licence importante, le droit à rémunération pour copie privée. De la même façon en fait que le législateur s'était dit ça va être compliqué pour les radios d'appeler tous les artistes qu'on diffuse, il s'est dit bah oui, mais si tous les gens qui veulent copier de la musique doivent demander l'autorisation, ça va être aussi très compliqué. Donc de la même façon, on a créé une redevance en fait qui est fixée sur tous les supports vierges d'enregistrement. Alors que ce soit les clés USB, que ce soit autrefois les cassettes, mais ça fait longtemps que ça n'existe plus, les CD vierges, mais aussi les disques durs externes, les smartphones qui ont des capacités d'enregistrement assez importantes. Et donc cette redevance est donc comment dire, on va la chercher auprès des fabricants de tous ces matériels et auprès des importateurs. Et cette redevance, ensuite, elle est redivisée. Alors, là, les auteurs sont concernés, puisque vous voyez qu'on a deux sortes de copies privées. On a ce qu'on appelle la copie privée audiovisuelle, donc qui ne concerne que l'audio, non, c'est l'inverse, pardon. La copie privée donc audiovisuelle qui concerne donc tout ce qui est lié à l'image et son ensemble. Et là, vous avez une répartition qui est faite 1/3 pour les auteurs, 1/3 pour les producteurs et 1/3 pour les artistes. Et au sein même de la part artiste, on a 20% pour la Spedidam et 80% pour la DAMI qui s'occupe, bien sûr, qui en charge tous les droits des comédiens. Donc, ce qui explique en fait ce partage. Et puis, pour ce qui est de la copie privée audio, on a 50% pour les auteurs, 25% pour les producteurs et 25% pour les artistes, avec une répartition comme pour la rémunération équitable de 50% pour la Spedidam, 50% pour la DAMI. Alors il faut savoir que toutes ces sommes donc, qui sont collectées par une société qui s'appelle Copie France, donc quand elles nous arrivent chez nous, de par la loi, automatiquement, il y a 25% des sommes qui sont affiliées à l'aide au projet, donc à la diffusion du spectacle vivant, à la création du spectacle vivant et à la formation d'artistes. C'est les trois grosses catégories d'aide. Et voilà, ce qui nous permet d'aider de nombreux projets. On va en parler après dans les différentes aides. Et comme toujours, c'est parfois difficile d'obtenir les droits. Les industriels parfois ne veulent pas payer. Et Copie France a de nombreux contentieux avec un certain nombre d'industriels ou d'importateurs. Ce qui fait que les perceptions peuvent varier d'une année à l'autre, et on va en parler parce que ça rejaillit aussi sur les 25% de l'aide au spectacle vivant. Copie France a gagné fin 2014, en 2014 et en 2015 des contentieux contre Nokia, Apple et d'autres sociétés. Et du coup, la copie privée, les perceptions pour copie privée ont été plus importantes en 2015, ce qui fait que ça a rejailli sur les 25%. Et du coup, on en parlera tout à l'heure, mais l'aide au spectacle jusqu'à présent, dans le cadre pour faire très vite, mais on en parlera en plus en détail tout à l'heure, l'aide était de 50%. Maintenant, on va aller à 60%, petit à petit, puisque l'aide on a un petit peu plus d'argent pour l'instant. Ça ne durera peut-être pas, puisque la copie privée, encore une fois, c'est une licence.
Et si un jour un gouvernement dit on arrête la copie privée, ben c'est terminé. Donc c'est bien, on ne paiera plus de copie privée quand on achètera une clé USB. Mais en revanche, les 25% d'aide au spectacle vivant, ça sera terminé également. Il faut savoir qu'en 2015, l'Aspedidam a aidé à hauteur de 15 millions le spectacle vivant, ce qui est quand même pas rien, et uniquement pour l'Aspedidam. Donc je ne parle pas de la SACEM, de l'ADAMI, de la SPPF, de la SCPP, enfin des autres sociétés civiles. Donc si la copie privée disparaît un jour, ce sera difficile pour l'économie du spectacle vivant en France. La durée de la licence pour copie privée, c'est inscrit dans le cadre de la loi, donc en fait c'est à chaque achat. On achète t'achètes un smartphone, tu payes une redevance copie privée, et voilà, terminé. Et donc tu achètes le même smartphone dans un an, ce sera pareil, il faudra repayer à nouveau la licence pour la copie privée. Grosso modo, c'est sur un smartphone à 700 €, ça va être 7 € de copie privée, entre 6 et 7 € de copie privée. Mais à chaque fois, à chaque achat, finalement, on paye la copie privée, puisque à chaque fois qu'on va acheter une clé USB, on va pouvoir restocker de la musique ou de l'audiovisuel dessus, sur cette clé ou sur ce support. On va en parler après, mais dans le cadre de la loi, nous avions fait des propositions, nous, pour que le cloud computing, j'aime pas tellement ce terme-là, le nuage, c'est plus joli, mais c'est pas du tout un nuage. On voit très bien sur les bords d'autoroute des hangars immenses avec des milliers de disques durs dessus. Et donc, nous souhaitions que dans le cadre de la loi, le cloud computing soit intégré à la copie privée. Et le législateur n'a pas souhaité. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ça, la loi, on en parlera. Mais le législateur, là, cette année, dans le cadre de la loi création, n'a pas rendu service aux artistes-interprètes. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment un euphémisme. Enfin, il y a d'autres élections, je crois, l'année prochaine qui arrivent. Alors, on arrive donc à cette fameuse, vous présentez juste cette feuille de présence qui est importante à la Spedidam, donc qui nous permet, nous, d'avoir tous les renseignements sur les enregistrements. On identifie comme ça tous les artistes et puis ça nous permet après de à la fois protéger ces enregistrements et puis la deuxième raison aussi importante, c'est de pouvoir répartir aux artistes concernés par ces enregistrements. Et par exemple, dans le cadre d'un spectacle, vous voulez enregistrer, vous avez des artistes sur scène, artistes dramatiques, artistes musiciens, lyriques, peu importe. Vous enregistrez ce spectacle, alors, par exemple c'est pour archivage, vous l'enregistrez quand même, vous nous le signalez, c'est archivé, aucun problème. Si un jour quelqu'un veut utiliser cet enregistrement à des fins secondaires, ça va sortir de l'archivage, là cette personne devra verser une rémunération. Alors archivage en général c'est vraiment archivé, pas de problème, ça peut être utilisé bien évidemment pour les 3 minutes de promotion, hein, pour des diffusions, ça n'a aucun souci, on n'intervient pas. Mais si, je sais pas, je prends un exemple, vous utilisez cet enregistrement, vous l'enregistrez, vous payez rien en tant que compagnie, aucun problème. Vous en faites un CD par exemple, pourquoi pas, hein, ou un DVD du spectacle, et cet enregistrement est après diffusé sur des radios, des télévisions. Là, donc, on revient à cette notion d'utilisateur, et c'est l'utilisateur qui va devoir payer. Donc la radio, la télévision va devoir payer de la rémunération équitable pour l'utilisation de cet enregistrement. Et à partir du moment où on aura, nous, cette feuille de présence, on saura identifier les artistes sans aucune difficulté. Les producteurs, dans le cadre de la rémunération équitable, je vous rappelle, perçoivent aussi une part. Donc si vous êtes producteur d'un spectacle et producteur de la bande qui va faire l'enregistrement, eh ben, vous, en tant que producteur, vous percevrez des droits et les artistes-interprètes percevront également des droits. Voilà, donc on voit en fait sur cette feuille qu'on doit... alors c'est tout petit là sur les écrans, donc je ne vais pas trop entrer dans le détail, on ne peut pas voir grand-chose. Mais je pense que les jumelles ont été fournies à montrer. Mais donc en fait, effectivement, on voit qu'il est important de cocher une seule destination, puisque donc on donne l'autorisation pour une seule destination. Ça peut être effectivement une bande originale, un CD, il y a une vidéo de promotion, enfin bon, tout est prévu dans la feuille. Je passe ça. Donc voici les perceptions de la Spedidam pour l'année 2015. Donc on voit qu'en fait la plus grosse source de revenus, c'est la rémunération équitable, donc de tout ce qui est diffusion.
puisque ça, il y a eu une perception de 28 millions d'euros pour l'année 2015. Les rémunérations pour copie privée sont juste un peu en dessous, puisqu'on est de l'ordre de 24 millions. Le droit exclusif, donc, qui concerne effectivement justement toutes les utilisations dans les spectacles où on identifie directement les artistes, ça représente 710 000 euros. On parlait tout à l'heure, Guillaume nous disait qu'il y avait ces accords avec les sociétés étrangères. On a un gros travail qui est fait en ce moment pour partager à la fois les informations et puis aussi pour justement récupérer les droits des artistes français à l'étranger et inversement. Donc on a des accords avec eux. Donc ils nous ont amené cette année 112 000 euros. Et voilà, donc on est assez fiers de nos taux de frais de gestion qui... tout compris est de 8,89%. Et je pense qu'on est assez bien placé au niveau des sociétés européennes avec ce taux, voire on est peut-être bien dans le peloton de tête. Exactement. Et donc c'est intéressant aussi pour des artistes. Je vous disais tout à l'heure, un artiste peut donner mandat à la GVL, à PPL en Angleterre, à Playwright en Belgique, ou à d'autres sociétés, à eux de voir aussi les frais de gestion. Si les frais de gestion sont plus faibles dans une société, les artistes percevront davantage. C'est le principe. Donc nous, c'est un combat constant que d'essayer au moins de ne pas faire augmenter les frais de gestion, voire d'essayer de les baisser en permanence. Tout en, bien évidemment, servant quand même les artistes. On a 44 salariés, on a des locaux. Tout ça, il faut bien les payer, nos salariés, ce qui est bien normal. Alors, on parlait de... Hop, je suis allé un peu vite, pardon. On parlait donc de l'évolution en fait des droits et avec l'utilisation des musiques et comment utiliser les musiques aujourd'hui. Il est vrai que le législateur en 85, il ne pouvait pas imaginer que d'un seul coup les gens n'utiliseraient plus de CD, qu'ils allaient uniquement aller sur Internet pour écouter leur musique. Et donc, en fait, il y a eu une grosse évolution de l'utilisation des musiques. Donc, aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce que perçoivent les artistes sur tout ce qui est lié à Internet, c'est-à-dire le téléchargement, le streaming? Alors, on a fait un petit schéma pour vous montrer un petit peu la répartition d'un abonnement style Deezer ou d'autres, qui sont à peu près tous autour de 10 euros par mois. Alors il faut savoir qu'en fait, il y a 2,50 € qui restent pour les plateformes. Il y a environ 4,75 € qui partent pour les majors, qui sont les plus gros fournisseurs de musique sur ces plateformes. Les majors, c'est-à-dire Warner, Universal et les autres, Sony et compagnie. Et puis, voilà, ce qui reste... Alors après, bien sûr, il y a la TVA. Et qu'est-ce qui reste après? Pour les auteurs, on a environ 67 centimes en moyenne sur les 10 euros. Pour l'artiste dit vedette, on peut avoir jusqu'à 41 centimes. Et pour tous les artistes qui l'accompagnent, c'est simplement 0. Voilà. C'est plus simple. Et en fait, on va en parler après, ça fait partie notamment dans le cadre de la loi création, architecture et patrimoine. On parlait de la loi 85 tout à l'heure. Je crois que donc le candidat Hollande, en 2012, lors des rencontres, les biennales internationales du spectacle à Nantes, avait dit cette loi, dans le cadre de son programme, il avait dit clairement, cette loi de 1985, elle a été très bien, mais il faut qu'elle soit adaptée, notamment à tout ce qui a trait à Internet. Il y a eu des évolutions énormes. On a tous applaudi, formidable, c'est très bien. Et en fait, le temps est passé petit à petit dans le cadre du mandat de M. Hollande. Et il y a un an environ, la ministre de la Culture de l'époque, Fleur Pellerin, a dit, écoutez, la loi va être débattue au Parlement, loi création, architecture, patrimoine. Nous, on avait fait toutes nos propositions. Et là, la ministre a souhaité réunir la filière, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé en 85 d'ailleurs, donc pourquoi pas, c'était hyper intéressant. Et de créer une mission nommée M. Marc Schwartz pour réunir toute la filière et pour trouver un système de rémunération pour que les artistes perçoivent une rémunération sur Internet. Alors nous, on a applaudi, c'est formidable, c'est très très bien, allons-y.
Donc on a mis évidemment tout ça en avant, en reprécisant que les artistes ne percevaient rien. Les majors ont dit mais si, tout le monde perçoit, formidable, les artistes perçoivent. En fait, c'est pas faux, les artistes perçoivent. Je vous disais tout à l'heure, nous on est répartis à 100 000 artistes, les majors vont reverser par rapport au streaming des sommes suffisamment décentes pour que les artistes puissent en vivre à environ 150 artistes. Vous vous rendez compte? Donc oui, ils reversent à des artistes, mais à 150 artistes avec lesquels ils sont en relation contractuelle directe. Or, nous, les 100 000, il n'y a pas de relation contractuelle. Et ils n'ont pas de relation contractuelle, pour la plupart, avec les plateformes. Dans le cadre de cette mission, Schwartz, et ce qui n'a pas été inscrit dans la loi, là, l'idée, c'est que les majors reversent aux artistes 10 principaux, et donc relation contractuelle directe, et après, tout ce qui a trait au paiement des artistes-interprètes, eh ben, on se réfère à la convention collective de l'édition phonographique et l'annexe 3 de 2008, qui, lors de l'enregistrement, impose aux artistes-interprètes de céder leurs droits aux producteurs. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas de droits. Donc de toute façon, ça fait référence à cette convention collective qui impose la cession des droits des artistes-interprètes. Donc la loi création, là, c'est ce qu'on dit haut et fort partout, est absolument nul, c'est un désastre total pour les artistes-interprètes. Donc c'est loin d'être une révolution. On communique là-dessus en permanence. Et il faudra de toute façon, quel que soit le prochain président, que ce soit le même ou un autre, ou une présidente, ce serait bien qu'on ait une présidente un jour, même si ça ne semble pas très bien parti, mais enfin on ne sait jamais, ce serait vraiment formidable. Il faut que ça vienne du sommet de l'État, qu'un de nos élus, donc le président de la République, dise, ou la présidente dise, voilà, il faut que les artistes perçoivent une rémunération et on va aller dans ce sens. Ça a été dit pour l'instant, mais ça n'a pas été fait. On en est là. Donc effectivement, ce qu'ont défendu à la fois la Spedidam et l'ADAMI ensemble, c'était une gestion collective d'une garantie de rémunération pour les services interactifs à la demande, qui soit faite au bénéfice des artistes-interprètes, hein, et de conserver bien sûr le droit exclusif. L'idée, pardonne-moi, c'est justement, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'aller voir, on l'a dit en table ronde quand on est au ministère, on a dit aux GAFA, on leur dit, bah, écoutez, nous, dans le cadre de cette loi, on va percevoir auprès de l'utilisateur, donc vous, les GAFA, vous utilisez de la musique, on perçoit une rémunération qu'on reverse aux artistes. En parallèle, on ne change pas le droit exclusif, les relations contractuelles que peuvent avoir les producteurs avec les artistes et les producteurs avec les plateformes. Tout ça, on ne change rien. Et les GAFA, quand on a fait cette proposition, nous ont dit « Ah ben oui, c'est une bonne proposition, mais nous, on n'a pas d'argent, on ne peut pas rémunérer les artistes. » Oui, c'est bien connu que Google, Apple, oui, c'est vrai qu'ils n'ont absolument pas d'argent. Donc vous voyez dans quel système on s'est retrouvé, dans quelle situation on s'est retrouvé. Et là, on parle de la musique, mais tout ce qui a trait à l'audiovisuel, un spectacle qui est filmé, un de vos spectacles qui est filmé, qui se retrouve sur Internet, personne ne perçoit quoi que ce soit, malheureusement. Ça, c'est absolument dramatique. Et c'est un nouveau mode d'utilisation. Nos enfants, enfin, on est tous très jeunes, bien évidemment, mais nos enfants, ils regardent, ils vont jamais acheter un disque, ils regardent tout sur Internet, tout est sur Internet. Et cette notion de gratuité, pour eux, ça pose pas de problème. Et c'est normal, puisqu'on leur a inculqué ça. Nous, adultes, on leur a dit, allez, regardez, tout est gratuit, pas de problème. Mais il y a une économie derrière. Et le drame, c'est, parlez-en à vos enfants. Je suis sûr qu'ils sont persuadés que les artistes sont rémunérés quand ils regardent quelque chose, parce qu'il y a des pubs, etc. Et il n'y a aucune rémunération, absolument rien. Donc, avant d'attendre la génération de nos enfants qui changeront quelque chose parce qu'eux sont très bien, nous essayons de modifier tout ça pour qu'il y ait un juste partage de la valeur, hein, et pas un transfert de la valeur tel qu'il y est actuellement. Donc, dans ce cadre-là, nous avons, Franck l'a dit, cette proposition était une proposition commune ADAMI Spedidam, donc des deux sociétés civiles d'artistes en France qui représentent à elles deux plus de 150 000 artistes. Et malgré ça, nous n'avons pas été entendus. Cette proposition est faite également sur le plan européen, où sur le plan européen, nous avons une coalition. Tu peux aller sur la... Tu veux en parler si tu veux ? Donc sur une proposition européenne où toutes ces sociétés civiles font la même proposition au niveau de l'Europe, puisqu'il va y avoir une directive sur le droit d'auteur, et dans cette directive droit d'auteur, il y aura également du droit voisin. Donc nous faisons cette proposition sur le plan européen, une coalition qui s'appelle Fair Internet for Performers,
qui réunit les 35 sociétés civiles d'artistes-interprètes, qui réunit des organisations, et là, je vous le donne en mille, c'est assez extraordinaire. Donc nous avons AEPO Artistes, qui regroupe les artistes-interprètes, les 35 sociétés civiles d'artistes-interprètes, dont la Spelidam, bientôt la DAMI rejoint AEPO Artistes. Nous avons la Fédération internationale des acteurs. Cette fédération prône ce système au niveau européen et au niveau national, dans le cadre de la mission Schwartz. Les représentants de la FA, les représentants français, c'est un syndicat français qui est le SFA-CGT. Le SFA-CGT était contre cette proposition. Donc le SFA est contre cette proposition au niveau français, mais au niveau international, ils sont pour. Au niveau européen, ils sont pour. La FIM, exactement la même chose. FIM, Fédération internationale des musiciens, c'est le SNAM-CGT en France qui représente la FIM. Ils étaient contre cette proposition au niveau national, mais ils sont pour au niveau européen. Idem pour l'IAO, l'IAO qui est un organisme qui regroupe des sociétés ou des structures, des associations d'artistes principaux. En France, c'est la Guilde, la gamme, Guilde des artistes et musiciens, qui est une structure qui a quelques dizaines d'artistes en son sein, qui a été utilisée d'ailleurs dans le cadre de la mission Schwartz par M. Schwartz en disant que les artistes étaient d'accord, parce qu'il y avait cette fameuse guilde avec 150 artistes. Et ça a été dit en Assemblée nationale par Fleur Pellerin, en séance publique. Elle a dit les artistes sont d'accord avec cette proposition de rien percevoir finalement, puisque la Guilde a signé les accords Schwartz. Et la Guilde représente 150 artistes. En revanche, des députés ont posé la question à la ministre en disant mais l'ADAMI et la Spelidam n'ont pas signé. Et elle a dit non, mais ils ne représentent pas les artistes, ils sont juste là, ce sont des sociétés de gestion collective qui ne représentent rien. Bon, je laisse ces propos sous la responsabilité de notre ancienne ministre de la Culture. Vous voyez la position qui est vraiment très très bizarre entre ces structures au niveau national et au niveau international qui prennent des positions radicalement opposées, et tout ça, ça n'aide pas, in fine, les artistes-interprètes. Et les artistes, pour l'instant, ne perçoivent toujours pas de rémunération. Peut-être qu'avec la directive droit d'auteur, ça va changer, mais même s'il y a une directive européenne, le temps qu'elle soit transcrite dans la loi française, ça peut prendre un peu de temps, voire quelques années. Alors, on a fait donc un petit paragraphe sur l'utilisation de musique, puisque ça peut vous concerner s'il y a ici des responsables de compagnie. Donc effectivement, on peut utiliser de la musique dans le spectacle vivant, mais toujours le producteur ou l'organisateur du spectacle qui utilise de la musique enregistrée doit contacter préalablement à cette utilisation la Spelidam. Donc il y a un service qui répond très facilement avec un numéro de téléphone, avec un mail. Et on va vous demander quelle est la durée de musique utilisée, quels sont bien sûr les CD utilisés, et combien de spectacles vous allez faire avec cette musique. Si ça concerne une capacité d'une salle de 3000 personnes ou de 50 personnes, évidemment, ça va changer un peu la donne. Alors, ce qu'il faut savoir... Pour vous, vous êtes concerné que par les salles à 3000, hein, Nixon, c'est 5000, je crois. Voilà, ce qu'il faut savoir, parce que souvent, ça fait un petit peu peur. On se dit, oulala, il faut savoir que ça représente des sommes assez faibles, en fait. Et d'autant plus qu'il y a des abattements énormes sur les premières représentations. Et toutes les premières représentations, il y a 90% d'abattement, et puis c'est progressif jusqu'à partir de la 30e où là on est sur le taux normal d'utilisation. Donc on propose toujours aux structures soit de signer un accord ponctuel pour juste un spectacle, ou alors carrément de signer un accord longue durée pour tous les spectacles que la structure va faire, avec un avantage supplémentaire, parce qu'il y a un abattement supplémentaire de 20% dans ces cas-là. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, simplement de dire que quand vous utilisez de la musique, c'est très bien. En plus, dans le cadre des spectacles, à chaque fois les spectacles qu'on peut voir dès qu'il y a de la musique, c'est magnifique. Mais encore une fois, pensez-y, vous pouvez engager directement des artistes. Hein. Parfois, économiquement, ça peut être aussi intéressant, puisque vous pouvez bénéficier des aides comme ça des structures, notamment jusqu'à 60% de la masse salariale des artistes-interprètes dramatiques et artistes-interprètes musiciens. Je vous en prie. Alors là, ça doit être l'âge, parce que je suis sourd comme un pot, j'entends rien du tout. Et pourtant, je suis très jeune, attention. Donc j'ai deux questions. Vous dites qu'il faut absolument contacter la Spelidam, mais tout à l'heure, on disait qu'il y avait des artistes qui ne faisaient pas partie de la Spelidam. Donc du coup,
c'est pas forcément obligatoire. C'est si l'artiste est représenté par la Spedidam. Non, on reverse aux ayants droit. Donc on a 100 000 artistes-interprètes, 30 000, 35 000 ont fait apport de leurs droits à la Spedidam, mais on sait les contacter, les autres. Aucun problème. Oui, mais si on a un accord avec eux... Avec les artistes? Oui, qui ne passent pas par la Spedidam. Quel type d'accord Parce que c'est-à-dire que vous utilisez un phonogramme du commerce, vous êtes capable d'aller rechercher les artistes qui ont enregistré, c'est ça, sur l'enregistrement, et puis vous avez un accord avec eux. Si la création a été faite spécialement pour le spectacle, dans ces cas-là, c'est on une les bande connaît, originale les de artistes. spectacle, ça c'est différent. Là, on parlait des phonogrammes du commerce, mais dans le cadre des bandes originales du spectacle, les artistes peuvent percevoir également des rémunérations, bien sûr. D'accord. Et la deuxième question, c'est pour un artiste qui a été... Ce que vous dites, faut engager les artistes. Donc, je dis pas faux, je dis que c'est pas mal. Oui, non, mais moi, par au lieu exemple, de diffuser de la musique, vous pouvez engager des artistes interprètes. J'engage un artiste sur le spectacle. Il est rémunéré en tant qu'artiste musicien. Et en plus, il me demande les droits à Spedidam. En tant qu'artiste interprète, il peut pas. On n'intervient pas. On n'intervient pas. Nous, tout ce qui a trait au spectacle vivant sur le live, les artistes là ont une relation contractuelle avec leurs employeurs. Ils sont rémunérés pour le spectacle. Il n'y a pas de droit voisin, là. C'est du direct, les gens jouent en direct. En revanche, s'il y a un enregistrement qui est fait pendant le spectacle, mais la Spedidam n'intervient pas directement pendant le spectacle non plus, si cet enregistrement est utilisé à des fins secondaires un jour, s'il est diffusé en radio ou que sais-je, là, l'utilisateur, la radio, va payer des droits via l'ASPRE, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais dans le cas d'un spectacle, vous engagez un artiste-interprète, on pourra en parler ensemble après, il n'y a pas de droit Spedidam à payer quand il y a un artiste interprète sur scène qui est rémunéré pour sa prestation musicale. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces droits? Non. Alors on va pouvoir enfin, parce que je sais qu'il y en a qui attendent depuis un petit moment. Maintenant qu'on vous a fait une présentation complète de la Spedidam, on va vous parler aussi des aides qui sont proposées par la division culturelle. Donc, on a plusieurs projets d'aide qui sont possibles. Puisque, donc, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on a toute une partie des sommes donc 25% de la copie privée, plus les irrépartissables qui arrivent pour l'aide au projet de diffusion, de création, et aussi pour l'aide à la formation d'artistes. Donc tous nos programmes tournent forcément autour de ces thèmes-là. Alors, voici le détail un peu des aides que nous avons. Il y a l'aide à la création et diffusion du spectacle vivant. Il y a l'aide aux lieux et festivals. L'aide aux déplacements internationaux pour des artistes qui vont partir en tournée à l'étranger. L'aide à la création et la diffusion du spectacle dramatique, chorégraphique ou cirque, donc qui vous concerne peut-être plus aujourd'hui. Nous avons aussi des aides à l'enregistrement de musique de film, des aides à l'enregistrement d'une bande originale, et ça peut vous concerner aussi, pour la sonorisation d'un spectacle dramatique ou chorégraphique. Donc, bien sûr, c'est des aides qui peuvent être très importantes pour vous permettre de créer ces bandes originales. Et puis, donc, dans le cadre des aides à la formation, on a des aides qui sont données aux écoles. Et un autre programme qui est plus récent, c'est ce qu'on appelle l'EPK. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est Electronic Press Kit. C'est une aide pour fabriquer ces petits... des teasers un peu améliorés qui remplacent un petit peu les dossiers de presse maintenant, où on va avoir à la fois de l'image, des interviews, etc. Et là, on a des aides forfaitaires qui peuvent être très intéressantes pour des compagnies. Alors, les commissions se réunissent 8 fois par an, de manière assez régulière. Vous avez toutes les dates qui sont indiquées là, vous les avez sur Internet. Hein. Vous pouvez aller sur Internet et faire CTRL-P, et ça marche très bien si vous avez une imprimante avec de l'encre. Mais donc, à chaque fois, à chaque commission, il faut que le dossier soit rempli et complet environ un mois avant. C'est pareil, c'est indiqué sur Internet. Je crois qu'on l'a indiqué dessus, mais c'est peut-être un peu petit. Il faut que le dossier soit complet un mois avant. Si toutefois il manque des éléments, les services vous rappellent. Le dossier n'est pas mis à la poubelle. Hein. On vous rappelle, on vous dit, on vous envoie un mail via votre espace dédié sur
notre site internet. Et là, on vous dit attention, il manque un contrat d'artiste, il manque quelque chose qui peut être handicapant dans le cadre de l'aide que vous pourrez avoir. Une fois que la commission est passée, les commissions durent en général une semaine, ça peut être un peu plus en fonction du nombre de dossiers que nous avons. La somme qui vous est allouée, qui a été décidée par la commission est immédiatement en ligne sur le site. Donc le soir même, en fin de commission, vous savez si vous avez ou non une aide de la commission. Quand je dis une aide ou non, c'est plutôt une aide, puisque en 2015, c'est 97% des dossiers qui sont passés en commission ont été aidés. Donc, faut vraiment, quand le dossier arrive en commission, il faut vraiment qu'il y ait des gros problèmes pour qu'il n'y ait pas d'aide. Mais encore une fois, puisque vous devez déposer le dossier au moins un mois avant la commission, on vous rappelle s'il manque quelque chose. Donc on vous aide en même temps à remplir le dossier in fine. Là, effectivement, c'est pour ça qu'on a mis des critères assez précis pour les aides, de façon à ce qu'on ne remplisse pas, la SPDIDAM ne remplit pas un dossier pour rien, quoi. C'est assez précis, on vous demande de respecter certaines données, mais une fois que c'est fait, vous savez que votre dossier a 97% de chances de passer. Alors, les aides, les différents programmes, on ne va pas rentrer dans le détail complet de chacun, mais peut-être aller... Est-ce qu'il y en a qui sont concernés par le spectacle musical? Oui, éventuellement. Ceci dit, vous allez voir, c'est assez proche entre... le spectacle musical et les spectacles chorégraphiques et art dramatique. C'est vrai qu'on est à peu près dans le même style d'aide. C'est toujours des aides qui sont en direction des salaires. La SPDIDAM fait en sorte que les artistes soient dans de bonnes conditions. C'est toujours l'idée première. Tous les salaires, je veux dire artistiques, que ce soit le comédien, la musique... Alors, c'est les salaires artistique sur scène, mais effectivement scène. Les comédiens, pas le metteur en scène. Pas le metteur Par en contre, scène. les comédiens et les musiciens qui sont sur scène, danseurs. Voilà. Il n'y a pas de distinction entre. Souvent, il y a une fausse idée qui circule à ce niveau-là où il n'y a pas que les musiciens qui sont concernés. Non, c'est ça. Voilà. D'accord, merci. Donc, effectivement, cette aide peut aller jusqu'à 60% de la masse salariale complète du projet. Alors, dans les critères importants qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de 3 représentations. Et on va prendre en compte toutes les représentations qui sont après la date de la commission et sur une période de 8 mois. Voilà. Et c'est une seule aide par année civile, par structure. Ça, c'est un peu le point de départ important. Donc là, vous parlez de diffusion sur 3 représentations, mais toute la masse salariale de création, est-ce qu'elle est prise en compte? Alors voilà, on a un nombre de répétitions qui peuvent être prises en compte. Mais on ne va pas prendre la totalité des répétitions pour le spectacle musical. Et c'est assez limité. Je crois que c'est prévu de prendre en compte 6 répétitions. Par exemple, si vous créez pour un spectacle musical, vous créez. En fait, c'est du cirque musical. Vous faites les. Oui, ça c'est un peu différent dans le cadre de la création. Mais vous faites les 4 saisons de Vivaldi pour un concert, par exemple, vous faites 40 répétitions et un concert, on ne vous aidera pas sur les 40 répétitions, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Après, dans le cadre des créations, effectivement, le nombre de répétitions peut être pris en compte et peut être un peu supérieur dans le cadre de création. Voilà, sinon, alors après, nous, on aide... J'ai vu juste un nouveau dispositif, je crois. C'est celui pour la musique des films. Alors, ça s'adresse à qui, ça? C'est nouveau, ça, ou c'est moi qui... La musique de quoi, tu dis? J'ai pas entendu. C'est pour les enregistrements pour la musique de film. Ah non, c'est pas nouveau. La musique de film, ouais. Mais alors, ça s'adresse à qui, ce dispositif? À Spielberg, par exemple. À n'importe qui. Tout réalisateur qui veut faire une musique de film, un producteur qui va vouloir que le réalisateur ou le réalisateur demande au producteur d'intégrer une bande originale de musique pour sonoriser un film. Et nous aidons, effectivement. À partir du moment où le réalisateur et le producteur ne dit pas aux artistes-interprètes, vous enregistrez et vous cédez tous vos droits pour tout. Là, non, on n'intervient pas. Ça fait partie des critères. Les critères importants
dans le cadre des aides, il n'y a pas de notion d'esthétique artistique ou on n'intervient pas là-dessus, quel que soit le style de musique, le style de spectacle, que c'est des artistes circassiens, si le type jongle avec deux battes ou 5, on s'en occupe pas. Tout ça, on s'en occupe pas. Mais en revanche, il faut que les critères sociaux soient respectés, que les artistes soient bien considérés, soient considérés normalement. Parce que parfois, quand on va visiter, on essaie autant que faire se peut d'aller visiter les spectacles qu'on aide. Des fois, on a vu des choses un peu limites. Hein. Les artistes, il n'y a pas de coulisses, il n'y a rien, ils ne peuvent pas se changer. Il n'y a même pas un verre d'eau après le spectacle ou dans les coulisses. Enfin, tout ça, ça fait partie des critères importants. Il faut que les artistes soient rémunérés correctement et qu'ils soient considérés correctement. Voilà, c'est le cas surtout, effectivement, quand on visite les lieux et festivals, puisque ça, c'est le deuxième programme d'aide que nous avons. On va aussi, de la même façon, participer à l'aide au salaire pour ces lieux-là. Et effectivement, quand on va visiter un festival, on va toujours aller voir de quelle façon est considéré l'artiste. C'est la place de l'artiste dans le festival, parce que des fois, il y a des choses un peu étonnantes. Et donc, c'est ça qui est important. À la fois qu'il puisse être dans d'excellentes conditions, lui, pour s'exprimer artistiquement, et puis à la fois qu'il puisse en vivre de façon correcte. Et on sait qu'ici, par exemple, à Avignon, c'est tellement important de pouvoir aider sur les salaires. Il y a tellement de gens pour qui c'est tellement de compagnies pour lesquelles c'est très difficile. Et l'idée, elle est effectivement que ça ne soit pas la dernière chose à laquelle on pense. On pense à la location, à l'hébergement, et puis on se dit, ah bah tiens, finalement, ça serait bien qu'on puisse se payer aussi. Oui, c'est quand même, si on est professionnel. Donc, la Spelidam est là aussi pour ça, dire, ben voilà, nous, on fait en sorte, on va participer à cette masse salariale, ça va vous permettre d'être salarié dans de bonnes conditions. Justement, j'avais une question de précision sur ce qu'on considère comme un salaire, puisque ça peut être une facturation d'une association ou de quelqu'un qui est indépendant. Ça peut être un salaire. Et si le salaire est subsidié, est-ce que ça peut aussi entrer en compte ? C'est une très bonne question. C'est très bien de la poser. Non, nous allons aider uniquement l'employeur qui va salarier les artistes. Donc si ce sont des honoraires, ça ne marche pas. Non, uniquement nous aidons sur la masse salariale. Donc jusqu'à 60%, bon, ça peut être 10% en fonction de l'argent qu'on a, si on a des centaines de milliers de membres, en fonction de ce qu'on a. Mais c'est uniquement dès que les artistes sont employés, et uniquement pour les artistes. Alors, un autre programme d'aide important, c'est le soutien en fait aux artistes qui vont faire des tournées à l'international. On sait que c'est toujours très difficile pour un artiste d'arriver à s'exprimer à l'étranger. Souvent, il arrive à trouver les dates et les organisateurs sont prêts à les recevoir, sauf qu'après, il y a toujours le problème du billet d'avion et dans certains pays, on peut aller sur des budgets assez importants. Donc, on a mis en place depuis quelques années un programme d'aide au déplacement qui permet, dans le cadre où une compagnie ou un orchestre a 3 représentations prévues dans un pays à l'étranger, de pouvoir être aidé jusqu'à 90% du billet d'avion. Il y a des plafonds, mais qui sont assez importants, puisque pour l'Europe, on est à une somme maximum de 600 € par artiste, et pour hors Europe, on est 1200 €, voilà, par artiste. Donc avec un maximum, par contre, de 12 artistes par compagnie. En sachant qu'on fait une petite exception, c'est l'Europe et le monde, et il y a une exception, les dom-toms. C'est la France aussi, mais évidemment, c'est un peu loin. Donc, nous prenons en charge l'aide au déplacement pour les dom-toms, l'aide au déplacement pour les artistes-interprètes à chaque fois. Et de la même façon qu'on parlait de la structure doit prendre en charge directement les salaires, là, c'est aussi la structure qui fait la demande qui doit prendre en charge directement les billets d'avion. C'est assez important parce qu'on a eu souvent des artistes qui ont eu des soucis puisqu'ils avaient pris eux-mêmes les billets, ils se sont fait rembourser après par la structure et ça devient très très compliqué pour nous après pour verser enfin c'est même plus que compliqué, c'est qu'on ne peut pas verser l'aide au final dans ces cas-là. Voilà, donc ça crée des gros problèmes, quoi. Donc cette fameuse aide dont on a déjà parlé, c'est effectivement création, diffusion du spectacle dramatique, chorégraphique et cirque.
donc qui est très proche de ce qu'on a dit pour les spectacles de musique, puisqu'on est sur la même chose, c'est-à-dire une aide possible de 60% de la masse salariale. Voilà, avec, à la différence de la musique, une possibilité de répétition supplémentaire, voilà, qui n'est pas limitée au départ. Elle n'a pas de limite au départ. Mais on est toujours sur cette période maximum de 8 mois entre le jour de la commission et la fin du projet. Je me permets de poser une question. Bien sûr. Du coup, là-dessus, un spectacle de marionnettes, ça marche pas? Alors, un spectacle de marionnettes, on considère si ça marche à partir du moment où si parce que bon, ils sont quand même sur scène les artistes. Oui. Oui, bien sûr, ça marche. Oui. D'accord. On en aide déjà plusieurs. Et j'avais une autre question, c'est pour les festivals, c'est que les festivals de musique du coup? Alors oui, par contre, oui. On a uniquement il faut qu'il y ait toujours un musicien sur scène pendant les représentations. Ok. On nous dit qu'il nous reste 5 minutes. On va finir à 59. Et après, comme ça, si vous avez des questions, on se voit après l'hommage national. D'accord. Donc pour terminer, on a pratiquement fini les aides. Je fais le tour. Donc la possibilité, on a parlé d'enregistrement de musique de film, mais aussi la possibilité de faire une demande pour un enregistrement de bande originale de spectacle. Donc là, c'est pareil, pour le spectacle dramatique, chorégraphique et cirque, on peut aider à l'enregistrement d'une bande originale avec des sommes qui peuvent être assez importantes sur la masse salariale des musiciens de la même façon. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais je le reprécise, la structure, donc que ce soit une association, SARL ou peu importe, pas les indépendants, comme on appelle ça, les salaires, enfin les gens qui... les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, merci beaucoup. Ça, on n'aide pas les auto-entrepreneurs, mais toutes les autres structures, on aide. Et vous pouvez faire jusqu'à une demande par an et par type de dossier. La structure peut demander de l'aide pour la BO d'un spectacle vivant, peut demander de l'aide pour un festival, si elle organise un festival, de l'aide pour le spectacle vivant, la diffusion du spectacle vivant, et 2 demandes par an pour les déplacements internationaux. Et c'est cumulable, vous pouvez faire une tournée et demander de l'aide pour les déplacements internationaux, et également de l'aide pour la masse salariale sur ce déplacement international. Voilà, donc on a aussi des aides sur les écoles, mais qui concernent aussi uniquement des écoles de musique, plus tournée jazz, variété. Et puis le PK dont je vous parlais, c'est des aides forfaitaires qui peuvent aller jusqu'à 5 000 €, donc pour tourner ces nouveaux formats de Electronic Press Kit, ça peut être très très important pour les voilà, je pense qu'on va devoir s'arrêter parce que là, il y a la minute de silence. Voilà. On peut se retrouver tout de suite après, tous ensemble, voilà, si vous avez d'autres questions. Merci infiniment pour votre écoute et votre participation à cette réunion. Et puis là, je crois que je vais laisser la parole à notre président du festival OFF pour cet hommage national. Merci à vous.